Bonjour à tous. Bienvenue au 5e épisode du podcast Tête à Tête organisé par le regroupement des étudiants en psychologie de l'UQAC. Mon nom est Marie-Léa Girard et je suis une étudiante au baccalauréat en psychologie en première année. Moi, c'est Léa Beaupré, je suis étudiante au baccalauréat en psychologie également et je suis en deuxième année. L'objectif de ce podcast est de répondre aux questions des étudiants et étudiantes face à la poursuite de leur étude après le baccalauréat en psychologie. Il reprend le programme Construire mon avenir qui consiste à s'informer face aux avenues possibles après le bac en psychologie qui sont nombreuses. Nous allons donc inviter des étudiants qui ont fait leur bac en psychologie, qui sont maintenant au cycle supérieur, que ce soit à la maîtrise ou au doctorat, qui vont venir nous parler de leur expérience, leur parcours, leur processus d'admission et des conseils qui vont être pertinents pour que nous puissions être davantage informés des divers parcours qu'il est possible d'adopter après un bac en psychologie. Aujourd'hui, nous allons parler de la maîtrise en orthophonie et notre invitée est Florence. Elle va nous parler de son expérience pouvant vous permettre de vous faire une tête sur le parcours et le processus d'admission à ce programme et démystifier certains mythes et craintes. On tient à remercier les services aux étudiants de nous avoir partagé leurs locaux et leur matériel pour nous permettre d'enregistrer ce podcast. Bonne écoute! Bonjour Florence. Allô? Premièrement, peux-tu nous décrire un peu ce que tu fais actuellement dans ton programme de maîtrise en orthophonie? Ben moi, dans le fond, c'est ça. Je suis à la maîtrise en orthophonie à l'Université Laval. Puis le fonctionnement là, des parcours, ben en fait, du parcours de maîtrise est assez différent d'une université à l'autre. Et je vais parler pour le cas de Laval. Mais dans le fond, moi, je suis à ma première session. Donc, en ce moment, on est vraiment dans la partie qui va être théorique. À Laval, on va en parler un petit peu plus tard, mais il y a vraiment une grosse partie théorique, une partie un peu de recherche aussi, puis on a des stages. Mais en ce moment, je suis dans ma partie théorique, fait qu'on voit beaucoup les bases qui vont nous aider à mieux comprendre qu'est-ce qu'on va faire par la suite, qu'est-ce qu'on va appliquer dans les autres cours. Fait qu'on va voir, par exemple, des modèles d'architecture cérébrale, un peu en psychologie cognitive, là, pour le monde qui a fait le bac en psycho. On va voir aussi l'alphabet phonétique international, qui est vraiment la base là, du métier d'orthophoniste, je pense. C'est toute la transcription en son des mots qu'on entend, parce que c'est pas la même chose. Tout dépendant aussi des endroits d'où on vient dans le monde, là, on va dire les sons différemment. On voit aussi beaucoup d'anatomie, parce que c'est un peu la base de savoir c'est quoi les structures qui vont fonctionner autant dans le cerveau que dans le larynx, le pharynx. On voit aussi l'oreille, parce que l'audiologie et l'orthophonie, c'est vraiment deux professions qui sont super proches. On voit aussi des notions par rapport à l'audiologie, puis je pense que ça fait une belle première année là, préparatoire au stage puis aux autres cours. Fait que c'est ça que je fais pour le moment. Parfait. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir la psychologie comme domaine d'études initialement? Ben moi, là, j'ai fait mon sciences humaines, puis comme beaucoup de personnes, je pense, je voulais aller en droit. J'aimais le contact humain. Puis finalement, pendant mes cours de psychologie au cégep, j'en ai eu 3, j'ai comme vraiment eu un éveil. J'avais vraiment un intérêt pour le trouble du spectre de l'autisme, TDA, TDAH, au potentiel intellectuel, vraiment beaucoup aussi. Fait que j'avais vraiment un intérêt pour le fonctionnement de l'humain, puis le fonctionnement du cerveau. Quel processus qui va donner tel troubles neurodéveloppementaux, quelle lésion qui va donner quelle maladie ou peu importe. Fait que c'est vraiment ça qui m'a amené à choisir la psycho au début. Je n'étais pas certaine de ce que je voulais faire par la suite, mais la psycho, c'est tellement un beau programme qui nous permet, qui nous ouvre plein de portes que je trouvais que c'était une bonne première étape. Parfait. Quelles ont été les étapes principales de ton parcours académique et professionnel? Ben, j'en ai parlé un petit peu tantôt. J'ai fait tout mon secondaire au programme d'éducation internationale. Fait que ça, c'était une belle, belle approche au début. J'ai fait 2 ans de sciences humaines. Là, les maths, c'est vraiment pas pour moi. J'ai fait mon 3 ans de bac en psycho à l'UQAC. Fait que très, très simple. J'ai eu un parcours très linéaire. Puis on va en reparler tantôt, mais comme pour aller en orthophonie, c'est vraiment pas obligé de faire ça. Il y a tellement d'avenues qui sont possibles, mais c'est une des voies. Sinon, pour ce qui est de mon parcours professionnel, j'ai quand même beaucoup travaillé dans le service à la clientèle, moi, quand j'étais plus jeune. J'ai toujours aimé travailler avec les gens, discuter avec les gens, être en contact avec le public. Sinon, j'ai fait un peu de tutorat avec des jeunes. J'ai toujours aimé le côté enseignement aussi, là, fait que pour moi, c'était quelque chose qui était important d'intégrer dans mon parcours professionnel. Puis évidemment, en psycho, j'ai eu beaucoup d'expérience en relation d'aide là, avec diverses clientèles. J'ai travaillé avec des hommes ayant des problématiques de comportement violent, agressif, mais aussi des comportements liés à l'anxiété, le deuil, plein de situations comme ça. Puis j'ai fait aussi... j'ai travaillé un petit peu dans une maison d'hébergement pour des femmes victimes de violences conjugales. Fait que c'était vraiment deux clientèles vraiment différentes qui se reliaient vraiment entre elles. J'ai vraiment aimé ça.
Sinon, aussi, j'ai fait un petit peu de recherche, notamment un programme sur l'inclusion des personnes TSA dans les entreprises de la Côte-Nord. Fait que ça a comme un petit peu enrichi mon intérêt pour la clientèle TSA. Puis sinon, évidemment, là, j'ai fait partie de l'assaut du bac pendant 3 ans. Je le conseille à n'importe qui. Vraiment une belle expérience enrichissante sur plein de points. Mais ouais, mon parcours, ça ressemble à ça. Très linéaire, là, très, très normatif, là, j'ai envie de dire. Ben, tu as vraiment un beau parcours enrichissant professionnel, là. Oui, pour vrai, je pense que le fait d'aller chercher de l'expérience auprès de plusieurs clientèles, ça te permet de voir un petit peu c'est quoi que tu vas préférer dans ta pratique avec ton vrai métier, entre guillemets. Oui. Mais oui, je trouve que ça vaut la peine d'ajouter plusieurs cordes à son arc. Puis en même temps, se spécialiser avec une seule clientèle, une problématique, entre guillemets, spécifique, c'est super intéressant aussi. Mais moi, je voulais vraiment explorer un petit peu plus. C'est sûr. Pourquoi as-tu choisi de poursuivre à la maîtrise? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'étudier en orthophonie? Ben honnêtement, comme j'ai dit, moi, j'ai toujours eu de l'intérêt pour tout ce qui est troubles neurodéveloppementaux, tout ça. Mais j'ai aussi découvert une certaine petit intérêt pour les troubles du langage. Là, pendant mes cours, notamment les cours de psychopathologie, on les voyait un petit peu, surtout au niveau de l'enfance. Puis j'ai vraiment aimé aussi le fait que l'orthophonie, c'est encore un petit peu méconnu. Et c'est vraiment un beau mélange entre plusieurs domaines qui m'ont toujours intéressée. Donc, l'éducation, parce que, tu sais, on peut être dans les écoles, on fait, tu sais, la réadaptation. Fait que, tu sais, peut-être qu'il y en a qui vont trouver qu'il n'y a pas beaucoup de liens, mais moi, je trouve qu'il y a un petit lien d'éducation avec les jeunes, ou pas avec les jeunes, on va en reparler, là. Petit côté relation d'aide aussi, autant avec le patient, le client, qu'avec l'entourage. Ça, j'ai vraiment aimé cet aspect-là. Et aussi, aspect santé. Parce que j'en ai parlé, on voit quand même beaucoup l'anatomie. Il y a quand même un gros aspect, je dirais pas médical, mais je vais dire justement santé, plus que dans d'autres professions, par exemple, les psychologues, ben, souvent, ils vont moins aborder l'aspect vraiment anatomique, tout ça. Tandis que nous, oui. Fait que je trouvais que c'était vraiment un beau mélange. Comme je disais tantôt aussi, avec l'orthophonie, il y en a qui vont penser qu'on va juste travailler avec les enfants dans les écoles, mais il y a tellement de clientèle possible, tellement de troubles qu'on peut traiter dans plein de milieux de travail différents. Donc, ça donne vraiment une belle opportunité, justement, de continuer à s'enrichir, d'essayer plusieurs choses, de voir qu'est-ce qu'on aime. Fait que ça, j'étais comme pas setée, en guillemets, sur une seule clientèle, un seul milieu. J'aimais vraiment ça. Puis, ma raison principale, c'est que l'orthophonie, c'est important parce que tout le monde mérite d'avoir le moyen de communiquer. Tout le monde mérite d'avoir l'opportunité de s'exprimer, de parler. C'est pas juste ça, évidemment, l'orthophonie, mais moi, c'est vraiment ça qui m'a donné le goût de devenir orthophoniste. C'est vraiment pour donner une voix aux personnes qui étaient en difficulté. C'est vraiment intéressant. On voit que tu es vraiment contente de ton choix de programme. Oui. Et justement, on peut en parler un peu plus. Tantôt, tu as mentionné que la maîtrise est un peu différente à chaque place. Toi, vraiment, à Laval, quelle est la structure et la durée de ton programme de maîtrise en orthophonie? Dans le fond, le programme, je veux dire en guillemets typique, c'est un programme de 2 ans en 6 sessions. Ça veut dire qu'on a des sessions d'été qui sont relativement chargées comparées à ce qu'on peut avoir dans les sessions d'été pendant le bac. Là, des fois, il y en a qui vont se prendre 1 ou 2 cours pour alléger les sessions. Mais là, c'est vraiment des sessions complètes, si on veut. Je me rappelle pas exactement, mais je pense qu'on a entre 11 et 14 crédits par session. Donc, c'est pas tout le temps des cours de 3 crédits comme au bac. Des fois, on peut en avoir de 4, des fois, on peut en avoir de 1, de 2. Tout ce que ça va faire, c'est que des fois, les cours vont être moins longs. On n'aura pas le cours à chaque semaine. Des fois, il va terminer, mettons, fin novembre. Fait que ça peut être quand même cool, des fois, d'avoir une fin de session ou bien juste une semaine qui va être plus relaxe. Ensuite de ça, tantôt, je parlais des stages. Première année, donc les 2 premières sessions, automne-hiver, on n'en a pas. On commence nos stages à l'été. Au premier été, après ça, on en a un à chaque session jusqu'à la fin de notre parcours. Plus ça va, plus les stages sont longs. Je ne veux pas dire n'importe quoi, vu que je suis pas rendue là dans mon parcours, on dirait que je suis moins informée. Mais les premiers stages, si je ne me trompe pas, c'est comme une dizaine de jours, quelque chose comme ça. Fait que c'est juste pour tremper un petit peu, voir à quoi ça ressemble, y aller graduellement. Et le dernier stage, la dernière session, en fait, il n'y a pas de cours théorique, c'est juste un stage de 2 mois intensif dans un milieu. Puis en fait, tu fais pratiquement la job d'un orthophoniste sans l'aide parce que tu n'as pas ton diplôme puis tu n'as pas ton droit de pratique, là. Mais ouais, fait qu'on a vraiment des stages, je trouve ça vraiment le fun. Mais si je parle, il me semble que je m'étais informée, puis mettons UDM à Montréal, eux, je crois qu'ils ont des stages à toutes les sessions. Mais je ne vais pas dire n'importe quoi, mais s'il y en a parmi les personnes qui nous écoutent qui ont peut-être plus de l'intérêt pour le clinique, Montréal, c'est une maîtrise qui va être plus clinique, moins orientée vers la recherche qu'à Laval. Laval, c'est quand même une université qui est reconnue pour la recherche. Donc, nous, même si c'est une maîtrise qui est vraiment très appliquée, on a quand même un rapport de fin d'études à faire
qui est, c'est ça, un peu de la recherche. Comme je dis, moi, je suis pas rendue là, fait que je peux pas tant m'avancer là, par rapport à ça. Mais je sais pas si vous avez déjà vu la différence. On a des maîtrises qui sont des MSc, puis on a des maîtrises qui sont des MPO, donc des maîtrises professionnelles. Là, c'est pas la même chose. Fait que, tu sais, quand on fait son choix d'université, je pense que c'est quand même quelque chose d'important à aller vérifier pour pas se ramasser à faire de la recherche si on n'aime vraiment pas ça. Moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérangeait. Là. Comme je l'ai dit, j'en avais déjà fait que ça me dérangeait pas. Puis c'est ça. Sinon, pour revenir un petit peu à la durée du programme, le programme, ça donne normalement en 2 ans. Je crois que la majorité des personnes font ça, mais il y a possibilité de le faire jusqu'à 4 ans. Tu peux étaler. Je pense que l'Université Laval sont très, très compréhensifs, là, notamment pour les étudiants athlètes, étudiants parents. Fait que si c'est votre cas, là, vraiment, il y a vraiment moyen de s'arranger avec eux. Et ben, c'est ça, c'est une maîtrise de 76 crédits. Donc, c'est un peu plus qu'une maîtrise régulière, mais c'est moins qu'un bac. Là. C'est bon. Puis tout à l'heure, tu as parlé des stages. Est-ce que tu en as dès la première session? Non, c'est ça. Dans le fond, nous, on commence à la 3e session, si tu veux. Fait OK, à à l'été. l'été. À l'été. OK. Ouais, les 2 premières sessions, c'est vraiment des cours théoriques. On voit toute la base, tout qu'est-ce qu'on va avoir éventuellement besoin d'appliquer. Ben, je veux dire, on envoie à toutes les sessions des trucs qui sont pertinents et essentiels. Mais ouais, c'est plus théorique la première session. Ça nous laisse aussi le temps de nous acclimater, de nous habituer à la maîtrise. C'est un rythme de vie qui est quand même différent de ce que, ben, en tout cas, personnellement, là, comparé au bac, c'est assez différent. Surtout, tu sais, moi, je venais de l'UQAC, fait que, tu sais, s'adapter à une nouvelle école, à un nouveau mode d'enseignement, une nouvelle ville, tout ça, ça peut être assez compliqué. Fait que, tu sais, honnêtement, moi, j'étais contente d'avoir des stages un petit peu plus tard. Là. Ça faisait mon affaire. Parfait. Malgré que les conditions d'admission là, puis le processus il est différent dans chaque université, toi, comment ça s'est passé à U-Laval? Ben dans le fond, c'est ça. C'est vraiment différent d'une université à l'autre. OK. J'en parlerai peut-être un petit peu plus tard de ce que je sais. Mais pour Laval, dans le fond, il y a 2 cours préalables à faire pour les personnes qui ont fait un bac en psycho, là, je veux dire régulier. Donc, ces 2 cours-là, on peut vraiment les faire en ligne avec l'Université Laval. Là. On fait des cours, des ententes inter-établissements. Ça se fait super bien. Je les ai faites en ligne. Fait que ça, c'est vraiment important de les faire. Mais on peut les faire après avoir été accepté. Fait que tu peux faire ton bac régulier avec tes amis, faire tout en ligne, tout en présence si toi, c'est quelque chose qui t'intéresse pas tant les cours en ligne. Puis après avoir été accepté, tu peux les faire dans ta session d'été. Fait que ça, c'est quand même le fun à savoir. Moi, je savais pas. Avoir su, peut-être que je l'aurais fait plus tard. Mais je regrette vraiment pas mon choix. Au final, j'ai fini mon bac en même temps que tout le monde, puis j'étais vraiment contente. Pour ce qui est des conditions d'admission, c'est pas mal tout écrit sur le site de l'Université Laval, mais la cote minimale sur 4.3, c'est 3.2. Mais je pense que c'est ça un peu dans tous les programmes. Normalement, on conseille de viser un peu plus. Genre, je veux pas dire n'importe quoi, puis je veux dire, ça définit tellement rien. Moi, je connais des personnes qui ont été acceptées avec des codes de 3.3, 3.4, mais c'est sûr que, idéalement, comme dans n'importe quel programme contingenté, le plus que tu as, le mieux c'est. Mais il y a tellement d'autres choses dans le processus d'admission qu'il faut vraiment pas se définir par les notes. Pour vrai, je veux dire, comme j'ai dit, il y a des gens qui sont acceptés, qui ont des bons caspeurs, des bonnes entrevues avec des moins bonnes notes. Fait que, tu sais, si ça va pas extrêmement bien, ça définit vraiment pas une personne, ça définit vraiment pas son parcours, son bac, puis sa capacité à être orthophoniste. Fait que, tu sais, aux personnes qui nous écoutent, si les notes, c'est quelque chose qui vous stressait, je veux dire, oui, c'est important dans tous les programmes de cycle supérieur, mais ça définit pas votre valeur. J'ai parlé un petit peu du Casper. Je sais pas si, en fait, vous savez c'est quoi. C'est un test de jugement situationnel. C'est surtout pour les programmes d'admission de la faculté de médecine, parce qu'à Laval, on est considéré comme dans la faculté de médecine. Mais je sais que ça peut être un examen qui est stressant. C'est quelque chose qu'on en entend beaucoup parler. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. C'est comme un peu un mythe, là, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais moi, mon conseil que je peux donner, c'est qu'avec un bac en psycho, puis avec l'expérience que souvent les étudiants en psycho ont, on est souvent très bien préparé pour faire un test Casper. On nous apprend tellement des belles qualités, une belle éthique de travail, que quand on arrive pour le Casper, honnêtement, je trouve que c'est vraiment intuitif. Puis il y a vraiment beaucoup de ressources sur Internet, fait qu'il y a moyen de se préparer, savoir un petit peu qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'examen, mais l'important, c'est vraiment là, de rester soi-même puis d'être authentique dans nos réponses parce que c'est ça qu'ils recherchent, en fait. C'est pour ça que le test existe. Ensuite, il y a le test de français, le CELB, qui est ce que je me suis fait dire, le petit frère du TechFi que nos collègues en enseignement ont.
À Laval, la note de passage, c'est 75. Puis honnêtement, il y a tellement un beau document de préparation en ligne. Fait qu'en faisant ça, c'est pas quelque chose qui devrait vous empêcher de dormir. C'est sûr qu'il faut faire les exercices. Faut pas dire « ben, je suis bon en français, fait que ça va être correct ». Moi, j'avais fait les exercices qui sont vraiment faits par la même organisation que l'organisation qui fait le test. Donc, avec ça, on est vraiment bien préparé. Et finalement, un coup que tu as tout envoyé ces documents-là, ton Casper, ton relevé de notes, ton résultat de CELB, tu vas être convoqué ou non à l'entrevue. OK. Puis l'entrevue, c'est là aussi que c'est vraiment divergent là, des autres universités. Je crois qu'à Montréal, il n'y en a même pas. Puis à l'UQTR, c'est vraiment des entrevues qui vont être en présence. Moi, je les ai pas faites, mais à ce qui paraît, c'est vraiment le fun comme entrevue. Genre, c'est super dynamique, super plaisant. À Laval, ça va être moins... c'est vraiment plus pour savoir tes intentions, tes motivations, pourquoi tu vas aller en orthophonie, pourquoi tu vas être orthophoniste, c'est quoi les raisons qui t'ont donné envie, un peu comme ce qu'on a parlé tantôt. Pourquoi tu as décidé d'aller à Laval plutôt que dans une autre université. Mais ça, toutes ces informations-là sont vraiment sur le site de l'université. Fait que si vous avez des questions par rapport à l'entrevue, tous les grands points à aborder, y sont. OK. Fait que, ouais, le processus d'admission, ça ressemble pas mal à ça. C'est intimidant, c'est beaucoup d'étapes, mais en y allant un à la fois, il n'y a vraiment pas de problème, ça se fait super bien. Comme tu dis, ça a l'air un petit peu intimidant, mais je trouve que tu nous as bien résumé ça, des beaux conseils, quand même rassurants pour quelqu'un. Oui, c'est dirais- ça. Là. Tu sais, un conseil que je peux donner, je pense que j'en parle un petit peu plus tard dans mes notes, mais moi, l'erreur que j'ai peut-être faite, c'est que je me suis pris vraiment à la dernière minute. J'ai comme tout fait mon Casper, mon CLB, 2 semaines avant la date limite de demande d'admission. Je vous conseille peut-être de vous prendre un petit peu plus à l'avance que moi. Je veux dire, ça a fonctionné quand même, là. Mais, tu sais, je veux dire, tu te prends les notes avec les dates d'échéance, tu les fais quand c'est le temps. Puis, je veux dire, faut se faire confiance, ça va bien aller, là. Parfait. Puis à quel point que c'est compétitif? Honnêtement, c'est vraiment difficile à dire. À OK. Laval, on a 50 places. Donc, c'est OK. sûr que c'est pas beaucoup. Je ne vais pas m'avancer sur des chiffres, mais il y a plusieurs centaines de demandes d'admission à chaque OK. année. Mais je veux dire, la liste d'attente bouge quand même relativement. Tu sais, je parle pour ma cohorte puis mon expérience. Moi, j'ai pas été sur la liste d'attente, mais j'ai des amis qui étaient relativement, en guillemets, loin. Ils étaient pas loin. Je veux dire, tout le monde mérite sa place. Puis c'est pas parce que c'est sa liste d'attente qui était pas bon, là. Absolument pas. Mais un coup que les premières demandes sortent, ça bouge, là. Il y a des gens qui OK. vont dans d'autres universités. Il y a des gens qui vont dans d'autres programmes. Fait que, tu sais, quand même, tout le monde a littéralement une chance de se démarquer. Puis, tu sais, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'étapes dans le processus d'admission, mais c'est le fun parce qu'il ne se base pas juste sur les notes. Ouais. Fait que, tu sais, si des fois, comme j'ai dit, le parcours académique, ça a été plus difficile, il y en a pour X raisons, ça s'est moins bien déroulé pendant les 3 ans de bac ou plus que 3 ans, ben, tu sais, je veux dire, avec un Casper, avec une entrevue, il y a vraiment moyen de faire valoir sa valeur puis de se montrer sur son meilleur jour. Fait que moi, je trouve que ça, c'est vraiment bien. Fait que oui, c'est compétitif, mais je veux dire, on peut pas vraiment faire autrement, là. Tous les programmes de deuxième cycle, je pense, sont compétitifs, là. Parfait. Puis est-ce qu'ils prenaient en compte tes expériences justement de recherche, de relations d'aide? C'est vraiment une excellente question. J'avais même pas pensé à l'aborder. Je vais dire oui et non. Si on compare au doctorat, c'est pas OK, telle expérience, tant d'heures vaut tant de points. Par contre, dans ton entrevue, c'est sûr que si on a de l'expérience puis qu'on sait un peu de quoi on parle, ça montre notre intérêt, ça montre notre motivation. Mais tu sais, moi, j'avais pas particulièrement d'expérience en stimulation de langage ou en centre de réadaptation avec des personnes avec des troubles de déglutition de langage. C'est juste de bien parler de tes expériences, de bien les apporter, puis de montrer c'est quoi le lien entre tes expériences et la profession. Puis, tu sais, je veux dire, il y en a qui travaillent dans des camps de jour toute leur vie. C'est une motadine de belle expérience, là. Puis, il y en a qui travaillent, tu sais, tu peux juste dire, je travaillais dans les restaurants, j'avais toujours un monsieur qui venait, puis lui, il avait un trouble du langage, puis ça m'a intéressée. Je veux dire, c'est pas le cas, c'est pas ma situation, c'est un exemple comme ça, là. Mais c'est juste d'apporter ces expériences sous un angle orthophonique, si on veut. C'est très intéressant de pouvoir utiliser justement tes expériences différemment de juste comptabiliser un nombre d'heures. Absolument, absolument. Puis, tu sais, je veux dire, quelqu'un pourrait avoir travaillé 3000 heures dans une maison d'hébergement, puis c'est super, c'est vraiment une belle expérience, c'est enrichissant. Mais en même temps, je veux dire, c'est peut-être pas mieux que quelqu'un qui a eu une expérience, un stage, une expérience de travail avec un jeune qui l'a marqué puis qui lui a donné envie d'être orthophonique. Je veux dire, c'est un peu la qualité over la quantité à ce moment-là. Puis c'est aussi, ben, comme j'ai dit, comment qu'on l'amène.
C'est très intéressant. Tu nous en as parlé un peu tantôt, là, UDM, UQTR, mais est-ce que, à ta connaissance, là, quelle université propose la maîtrise en orthophonie? Il n'y a pas beaucoup d'universités qui le donnent. Si c'était de moi, toutes les universités devraient l'offrir tellement c'est un beau programme. Mais évidemment, l'Université Laval, là où je suis, l'UQTR, UDM. Si je me trompe pas, McGill, mais tu sais, moi, j'ai pas fait une demande là-bas, fait que ça serait peut-être de s'informer. Et sinon, en Ontario, il y a l'Université d'Ottawa qui l'offre. OK. As-tu des conseils pour un étudiant qui voudrait entrer dans ton programme par rapport au processus d'admission? C'est sûr que tu nous as parlé de se prendre d'avance. J'allais dire un peu, c'est le premier point dans mes notes, mais se prendre d'avance. Puis moi, ce que je m'étais fait dire aussi, c'est notamment, mettons, le test de français, si jamais tu le passes pas le premier coup, ben si t'es d'avance, tu peux le refaire. OK. T'sais, moi, j'aurais pas eu le temps de le refaire Ouais. si je l'avais pas eu. Mais ça peut être une affaire. Puis c'est juste des fois de s'enlever le stress. Il y en a qui ont fait le Casper, là, les premières dates au mois d'octobre. Tu sais, quand t'as comme rien d'autre à penser, ça peut être quelque chose. Mais en même temps, moi, j'ai tout fait en début janvier. Là. Puis la date d'admission, la date de limite, c'était genre mi-janvier. Là. Puis, je veux dire, c'était bien correct. Ça dépend du type de personne. Puis, je veux dire, chaque personne se connaît puis sait comment elle va performer. Là. Après ça, un autre conseil, puis pour vrai, ça, c'est mon plus grand conseil, je pense. C'est vraiment là, ne pas hésiter à demander conseil aux personnes qui sont déjà dans le programme. Je veux dire, ça peut être moi, c'est des gens qui veulent me réécrire par après, il n'y a vraiment pas de problème. Mais sinon, il y a plein d'autres personnes qui seraient sûrement très contentes. Mais poser des questions, autant sur le processus d'admission que sur une fois rendu à la maîtrise. Je veux dire, c'est tellement nouveau, il y a tellement plein de choses. Fait garder ce lien-là avec une personne, moi, personnellement, il y avait une fille qui m'avait aidée avec mon processus d'admission, qui m'avait super rassurée, qui m'avait dit « OK, ça va bien se passer », puis m'avait donné des petits hints par-ci, par-là, puis aujourd'hui, je me passerai pas de cette fille-là. Je veux dire, on se parle encore pratiquement tous les jours, puis c'est devenu une super bonne amie, puis c'est comme, je l'appelle ma marraine, la bonne fille, parce que je dis peut-être que si ça avait pas été elle, j'aurais peut-être pas été aussi prête à la maîtrise, puis tout. Fait que ça, c'est tellement un beau lien à garder justement tout au long, puis je veux dire, en général, faut juste pas hésiter à demander conseil. Là. Je veux dire, même demander à des orthophonistes si on a des questions. Je veux dire, faut pas rester avec ces questions. Il faut vraiment s'assurer que c'est ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on est prêt à s'engager dans une maîtrise comme ça? Parce que c'est beaucoup d'études. C'est sûr que c'est pas rien de s'enligner là-dedans. Là. Fait qu'il faut être sûr de son choix. Mais en même temps, je veux dire, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. C'est pas plus grave que ça. Là. Mais ouais, demander conseil. Vraiment, il y a vraiment aucune gêne à ça. Puis aussi, un dernier conseil que je pourrais donner, j'en ai parlé aussi un petit peu tantôt, c'est vraiment de donner son 100% dans toutes les étapes du processus d'admission. T'sais, autant je disais quelqu'un qui va avoir des moins bons résultats, je veux dire, il y a rien de pas bon. Là. Je veux dire, il ne faut tellement pas se comparer avec ça. Mais quelqu'un que ça irait trop bien aussi, que ça irait super bien, une super bonne note, ben, il ne faut pas se fier là-dessus. Là. C'est pas parce que tu as 4.3 sur 4.3 que tu vas automatiquement être pris. Il faut vraiment donner son 100% dans tout, négliger aucune étape. Puis aussi, les pourcentages, ben, la pondération, là, pour l'entrevue, il regarde, oui, tes notes, ton Casper, ton entrevue, ouais, pour ton admission. Je suis comme perdue dans mes mots. Mais les pourcentages sont mis, là, je pense que c'est 30% Casper, 30% entrevue, 40% notes. Fait que, tu sais, je veux dire, les notes valent quasiment autant que le Casper. Fait quand même que tu as les meilleures notes au monde. Si le Casper prend pas le temps de se familiariser un peu avec le test, puis que là, on arrive avec une surprise, puis ça va plus ou moins bien, ben c'est autant important que les résultats scolaires. Là. Fait que, ouais, donner son 100% dans tout, c'est vraiment important. C'est vraiment intéressant. Puis tu nous parles un peu des défis auxquels tu fais face un peu dans ton processus d'admission. Puis moi, je me demandais, là, par curiosité, est-ce que tu trouves que tu as genre un désavantage par rapport à des personnes qui ont fait un bac en sciences du langage? Excellente question aussi. J'aime vraiment ça. Honnêtement, vraiment pas. Moi, là, quand je suis arrivée à la maîtrise, j'ai rencontré une gang de filles. Puis toutes les filles, on venait toutes de des backgrounds complètement différents, autant sur nos régions d'appartenance que sur notre bac. Même, il y en a qui ont fait des certificats, qui ont commencé plein de bacs, qui ont tellement un beau bagage riche que, honnêtement, non. J'ai des amis qui ont fait adaptation scolaire, qui ont fait enseignement, psychoéducation. J'ai même une de mes amies qui a fait un bac en comptabilité. Là. OK. Fait que, tu sais, je veux dire, l'essentiel, c'est d'avoir les cours préalables. Puis le bac en psycho, moi, j'ai hâte de voir. Peut-être qu'il va m'être vraiment pertinent pour les stages. Parce que, veux pas, c'est de l'expérience qu'on a en relation d'aide. Mais, tu sais, je veux dire, mes collègues qui ont fait enseignement ou adaptation scolaire, eux, c'est sûr, ont l'expérience avec les jeunes. C'est vraiment intéressant. Puis, ces sciences du langage, c'est sûr que eux, ben, tout ce qui est la transcription, ben, l'API, la phonétique, tout ce que je disais tantôt, c'est sûr qu'ils en ont fait un petit peu plus. Mais tout le monde s'entraide. Fait que, tu sais, même s'il y a quelqu'un que
lui, c'est sa force parce que c'est son bac qui a fait ça, ben il va aider les autres. Fait que non, je considère pas qu'il y a de désavantages. Je pense juste que c'est toutes des belles richesses qu'on apporte, puis ça fait une belle mosaïque différente là, dans le programme. Ah, c'est le fun. Puis, excuse-moi, je reviens sur le processus d'admission. Là. Toi, tu es à U-Laval, mais est-ce que tu avais appliqué dans d'autres universités? Non. Comment ça s'est passé? Moi, j'avais Non? vraiment tous mis mes œufs dans le même panier. OK. J'avais fait ma demande aussi à la maîtrise en audiologie. J'avais été OK. acceptée aussi, mais moi, c'était vraiment orthophonie. Là, je l'avais tatoué sur le cœur. C'était impossible que je fasse d'autres choses. Mais non, j'avais pas fait mes demandes ailleurs. Là. Je me suis dit, si ça fonctionne pas, je vais me réessayer. Moi, je voulais vraiment aller à Laval. J'aimais vraiment... je m'étais informée un peu sur les travaux des enseignants, sur les personnes. Puis, je veux dire, il n'y a rien de mieux. Moi, j'avais lu des articles, puis j'étais là, hey, si je suis acceptée, je vais avoir ce prof-là qui a écrit cet article-là. C'est assez fou. Fait que non, moi, c'était sûr que je voulais aller à Laval. Puis, je veux dire, j'aime tellement la ville, j'aime tellement le campus. C'est tellement une belle université. Je doute pas que l'UQTR, l'UDM, puis les autres universités sont belles puis sont intéressantes aussi, mais moi, c'était vraiment juste Laval. Là. Mais, tu sais, c'est sûr que je peux conseiller de faire les demandes dans plusieurs universités pour maximiser nos chances. C'est le fun d'avoir le choix, mais non, moi, j'ai juste fait Laval. Parfait. Pourrais-tu nous décrire une journée typique en orthophonie? C'est une bonne question. Honnêtement, j'ai eu un petit peu de la misère à réfléchir à cette question-là parce que, je suis pas encore orthophoniste, fait que c'est difficile à dire. Mais si je regarde un petit peu les étapes qu'on a vues, quelque chose qu'on voit aussi en psycho, ça va être tout ce qui est anamnèse. Fait qu'on peut rencontrer les parents si c'est pour un jeune, ou bien tout simplement l'entourage. Des fois, c'est conjoint, les enfants de la personne, si c'est une clientèle qui va être un petit peu plus adulte. Justement, faire l'historique prénatal, l'historique développemental de la personne, c'est quand même quelque chose qui est important là, pour le suivi, l'évaluation puis l'intervention en orthophonie. Fait qu'anamnèse, évaluation, intervention. Il y a des orthophonistes qui font que l'évaluation, qui vont donner un plan, puis après ça, les parents, s'il y a un agent de stimulation de langage, l'enseignant va pouvoir travailler le plan orthophonique. Puis malheureusement, c'est beaucoup ça qu'on doit faire avec le manque d'orthophonistes là, en ce moment. Mais sinon, bien évidemment, de l'intervention, ça, c'est vraiment très le fun. Vraiment travailler nous-mêmes avec le jeune. Ben, j'ai toujours le jeune, mais on peut travailler avec plusieurs clientèles. C'est juste que c'est souvent ça qu'on entend parler. Travailler avec la personne sur ses petits défis. Évidemment, rédaction. Oui, il y a un côté qui est vraiment humain, avec un contact avec les humains. Il y a vraiment un côté aussi plus bureaucratique, si on veut, la rédaction de synthèse, conclusion orthophonique. Puis aussi, on peut continuer à se former. L'orthophonie, c'est une nouvelle profession quand même. Fait que toujours de se garder à jour. Moi, je considère que se former, s'informer, ça fait partie du quotidien de l'orthophoniste. Puis, je m'étais notée aussi au privé. Ça peut être différent aussi parce que là, on a tout le côté administratif, si on veut, qui peut prendre du temps dans notre journée de travail. Fait que c'est ça. Mais c'est un beau milieu aussi parce qu'on a plus de temps là, pour concilier. Je veux dire, ça dépend vraiment de la personne. Mais ouais, je dirais que ça ressemble à ça. Puis, je veux dire, ça, je pense que toutes les personnes sont différentes. Toutes les personnes vont organiser une journée de fonction, ils vont s'organiser différemment dans la journée. Ça dépend des journées. Je veux dire, je pense qu'aucune journée est vraiment pareille. Puis ça peut dépendre aussi, justement, là, du milieu puis de la clientèle. Puis souvent, dans le domaine de santé, on parle de travailler en collaboration avec d'autres professionnels de la santé. Avec qui vous faites plus affaire, vous? Audiologiste. OK. C'est vraiment notre profession sœur que j'aime l'appeler. Fait que, mettons, on peut bien diagnostiquer un trouble du langage en un jeune, mais s'il y a des difficultés au niveau de l'audition, ça peut avoir un grand rôle à jouer. Après ça, je dirais qu'on peut travailler étroitement aussi avec les neuropsychologues. Okay. Moi, j'ai des enseignants qui sont même pas orthophonistes, qui sont neuropsychologues. Là. Fait que c'est quand même quelque chose d'important. Sinon, on peut travailler beaucoup avec les enseignants, les éducatrices spécialisées, l'orthopédagogue. Je veux dire, il y a tellement... Genre, c'est tellement central comme profession, puis on parle avec tellement de gens. Puis ça, je trouve vraiment que c'est une belle richesse, c'est une belle force de ce métier-là, c'est qu'on est tellement en interaction constante avec plein de professions qu'on s'enrichit constamment, puis on est toujours en train d'apprendre. Puis il y a tellement une belle collaboration pour la santé, puis le retour, pas vers la vie normale, mais vers la santé, puis le bien-être là, du client, du patient, là, peu importe comment on l'appelle.
Tu nous as parlé de un peu une journée, ça ressemble à quoi une fois que les études sont terminées, mais mettons en ce moment, pendant tes études, ça ressemble à quoi? C'est une excellente question aussi. Je vais pas vous mentir, la charge de travail, personnellement, pour moi, est vraiment plus grande qu'au bac. Au bac, j'avais relativement de la facilité, ça se passait quand même bien. Puis moi, j'avais fait des sessions d'été pour alléger mes sessions. Fait que c'était quand même assez tranquille. Mais tu sais, je veux dire, je travaillais quand même, on s'entend. Mais à la maîtrise, mettons une journée typique, souvent des cours, mettons le matin, un petit cours. Je vais dîner avec mes amis. Des fois, on va faire des petits devoirs tranquilles en même temps de dîner. Des fois aussi, on a des ateliers. Par exemple, j'ai un de mes cours que c'est développement du langage à l'âge préscolaire. Fait qu'on va avoir notre cours théorique le matin. L'après-midi, on va être en sous-groupe et on va regarder une vidéo d'un jeune, mettons de 36 mois. Puis là, on a des professeurs. Puis honnêtement, les professeurs à Laval là, sont hyper qualifiés. Là. Je veux juste faire un petit point. Là. Vraiment, c'est des excellents exemples, là, personnellement, je trouve. Fait qu'on va écouter une vidéo, puis on va regarder, OK, ben, sur le point morphosyntaxique, sur le point lexical, sur le point phonologique, qu'est-ce que vous remarquez du corpus langagier de cet enfant-là? Fait que ça, c'est vraiment le fun. Sinon, ben, évidemment, beaucoup d'études. Je dirais aussi que c'est juste de bien planifier son temps. Parce que moi, je trouve que ça sert à rien là, d'étudier pendant 12 heures de temps. Là. C'est juste de s'arranger un moment où notre cerveau va être frais et dispo, bien céduler ses périodes d'études, puis s'accorder des pauses. Sinon, moi, personnellement, je travaille pendant la maîtrise. Fait que c'est sûr que ça prend du temps aussi dans mon horaire, mais c'est vraiment pas obligatoire. Là. Moi, c'est parce que j'aimais vraiment beaucoup mon travail, je voulais pas le quitter. Mais tu sais, j'ai des amis qui travaillent pas, puis je veux dire, ils ont juste plus de temps pour ça, puis c'est bien correct. Mais ouais, la maîtrise est vraiment très complète. Là. On n'a pas juste des cours théoriques, fait que ça, c'est vraiment le fun. Je pense que j'en reparle un petit peu plus tard, là, mais on a des labos. Comme là, dans les prochaines semaines, j'ai un labo, on va voir des cadavres dans le cadre du cours d'anatomie pour voir les structures, à quoi ça ressemble. Fait que ça, c'est spécial. C'est pas quelque chose que j'ai fait pendant mon bac, mais fait que ça peut être vraiment cool, quelque chose qu'on fait. Sinon, éventuellement, on va avoir des labos aussi. Fait que c'est ça. On a des journées bien remplies, mais honnêtement, c'est tellement intéressant, puis on est tellement une belle gang que ça passe super vite. Puis moi, j'adore mes journées. Depuis tantôt, tu nous parles, puis on voit que c'est un domaine qui est quand même très vaste. Oui. Mais quelles sont, selon toi, les compétences qui sont les plus importantes pour réussir dans ton domaine? Premièrement, là, j'en ai parlé un petit peu tantôt avec l'aspect interdisciplinaire, mais facilité à travailler en équipe. Autant pendant la maîtrise, parce qu'on a beaucoup de travaux d'équipe, que pendant notre carrière. Je pense que c'est important de pouvoir travailler en équipe. Ensuite, ça, on le répétera jamais assez, c'est vraiment quelque chose sur lequel ils mettent l'emphase là, pendant la maîtrise, mais le professionnalisme, qui englobe plein de choses. Mais professionnalisme, là, c'est la base. Là, fait que ça, on est régi par un ordre aussi, hein, en tant qu'orthophoniste. Fait que ça, c'est vraiment une des qualités qui est vraiment importante pour l'ordre des orthophonistes. Sinon, aussi, une autre qualité qui serait vraiment importante, je pense, c'est la compassion, la patience, l'empathie, mais pas la sympathie. La différence, des fois, est minime, là, mais c'est important de la faire quand même. Puis, honnêtement, je dirais que c'est ça. Capacité d'adaptation, d'organisation aussi, parce que tout dépendant du milieu dans lequel on est, ça peut être plus ou moins difficile des fois. Si tu es en scolaire, des fois, il faut que tu te promènes d'une école à l'autre, il faut que tu traînes ton matériel. Des fois, tu n'as pas toujours de locaux directement à toi. Il faut que tu partages avec, par exemple, la travailleuse sociale, la psychologue de l'école. Fait qu'il faut que tu puisses t'adapter, t'organiser, surtout aussi si tu es au privé. Il y a plusieurs choses qu'il faut que tu gères, non seulement ton horaire, mais aussi ton salaire, parce que on n'était pas payé par un établissement, c'est toi-même qui fais ton salaire. Fait que ça, il faut quand même être en capacité de s'organiser. Puis, OK, bon, comment que je gère mes semaines de vacances? Comment je gère, là, un coup que tu as des enfants, puis plein de choses. Comment je gère ça? S'il y a une annulation, ben c'est une perte sur ton revenu. Fait que qu'est-ce que tu peux faire pour mettre en place une capacité pour pallier à ça? Fait que, ouais, je dirais que c'est pas mal les qualités importantes, mais tu sais, je veux dire, moi, je vous conseille d'aller voir sur le site de Orthophonie Audiologie Canada, site de l'Ordre des orthophonistes audiologiques du Québec, même les valeurs primées par l'École des sciences de la réadaptation de l'Université Laval, la Faculté de médecine. Je trouve que ça résume vraiment bien là, qu'est-ce qui est demandé aux orthophonistes. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qui te passionne le plus dans l'orthophonie? Par exemple, on
On parle souvent de la diversité de la clientèle ou de la relation d'aide en soi. Moi, ce que j'aimais vraiment, premièrement, c'est d'être en mesure de faire des changements concrets dans la vie des gens et de leur entourage. Parce qu'on s'en rend peut-être pas toujours compte, mais le fait d'avoir des difficultés à s'exprimer, puis c'est là, je parle de l'aspect langage, mais il y a aussi l'aspect parole, fait que tout ce qui est bégaiement, l'aspect déglutition, des fois, peut avoir des impacts là, sur la vie sociale des gens. Mais ouais, le fait de faire des changements concrets, puis de voir l'amélioration de son patient ou son client, ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me passionnait, qui m'intéressait, de faire un changement qui va être concret puis d'aider la personne dans son quotidien. Et aussi, si on parle plus du côté théorique, moi, faire des liens entre le fonctionnement du cerveau et les manifestations de la vie quotidienne, genre, OK, c'est pour ça que ça. Tu sais, le fait de comprendre, mettons, je sais pas si vous connaissez le phénomène tip of the tongue. C'est un phénomène en psychologie cognitive d'avoir, ben, en fait, c'est avoir un mot sur le bout de la langue. Oui. Fait que là, nous, on voyait tout, OK, quand t'as ça, c'est ça qui se passe. Fait que ça, je trouvais ça tellement intéressant. Genre, je tripais. Fait que je dirais que c'est comme les deux choses majoritaires. Mais oui, là, je veux dire, moi, la clientèle, moi, je suis vraiment une fille de scolaire. Vraiment, j'aime vraiment les petits, les jeunes, je veux dire, entre 5 et 12 ans environ, peut-être un peu plus jeunes, 5-10 peut-être. Puis le fait de pouvoir faire la relation d'aide, c'est sûr que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Là. J'aurais pas fait juste du bureau dans ma vie. Il fallait absolument que j'aie un contact. Fait que, ouais, c'est toutes des choses qui me passionnent. T'as vraiment l'air passionné par ton domaine. Vraiment. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un mythe à propos de ton programme que tu aimerais corriger? Ben, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Moi, j'ai eu beaucoup l'impression, quand je disais aux gens, je fais une maîtrise en orthophonie, qui disaient, OK, tu vas aider le monde à plus bégayer. J'étais là, ouais. Oui, je veux dire, le trouble de fluidité. Donc, le bégaiement, c'est quand même un aspect de notre travail, mais il n'y a pas juste ça. On peut parler aussi, on peut travailler avec les jeunes qui ont des dyslexies, des dysorthographies, des trucs comme ça, des aphasies de tout genre. On peut travailler, mettons, avec les personnes post-AVC. On peut travailler avec les bébés qui vont avoir des difficultés au niveau de l'allaitement. Ça, c'est vraiment un aspect qui est peu connu. Puis, tu sais, je veux dire, les gens se pensent souvent que c'est avec les enfants, justement, de scolaire. Moi, ça donne que c'est ma clientèle, mais on peut travailler vraiment avec les tout-petits, on peut travailler avec les adultes, avec les ados, avec les personnes âgées. Tellement de milieux, tellement de clientèle possible. Puis, c'est tellement pas juste le bégaiement. Il y a tellement de choses qu'on peut voir, qu'on peut faire. Fait que, ouais, je dirais que c'est vraiment de s'enlever cette idée de la tête. Parfait. Maintenant, d'une vision plus professionnelle, quels sont tes objectifs ou aspirations de carrière dans ton futur domaine? Bien, comme j'ai mentionné un petit peu, moi, j'aimerais vraiment ça faire du scolaire. Oui. Fait que j'ai vraiment une préférence là, pour le secteur public avec la clientèle d'âge scolaire. Fait que c'est ça, 5-10 ans à peu près. Là. En ce moment, c'est quand même... Il n'y a pas beaucoup de postes. Il y a beaucoup de besoins, mais il n'y a pas beaucoup de postes. C'est sûr que j'espère que dans les prochaines années, il va y avoir une petite place pour moi. Je suis quand même ouverte aussi à la pratique privée. Je pense qu'elle a des beaux avantages qui ne sont pas négligeables. Puis peut-être aussi faire un mélange entre les deux, parce que si je ne me trompe pas, on peut faire et du public et du privé en même temps. Ça peut être quelque chose qui m'intéresse aussi. Puis moi, je viens du Lac-Saint-Jean, fait que c'est sûr que je vais retourner en région aussi. Les conditions sont différentes, les problèmes... pas les problèmes sont différents, mais la situation est différente en région que dans les grands centres. Là, il y a tellement pas beaucoup d'orthophonistes dans ces régions éloignées-là que les conditions de travail, c'est un peu différent. Mais moi, c'est sûr que c'est ma région natale. Fait que c'est sûr que je vais retourner. C'est très intéressant, puis c'est le fun aussi d'avoir quelqu'un qui aime beaucoup son travail comme ça, puis qui, même si décide de partir à Québec pour faire ses études, revient quand même en région. Et tu sais, c'est ça que je disais tantôt, là, avec mes amis, on est tellement toutes natives de régions différentes. C'est une de mes amies, elle vient de la Gaspésie, puis je pense qu'en Gaspésie, il n'y a plus d'orthophonistes. Fait que, tu sais, elle a dit, j'ai tellement hâte de retourner puis de faire une différence dans ma région. Il y en a qui vont venir de la Côte-Nord, du Saguenay. Oui. Il y en a tellement de partout. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun que les gens vont à Québec faire leurs études puis qu'ils retournent dans leur région après parce qu'il y a tellement des besoins. Là. Fait que c'est vraiment, vraiment important. C'est vraiment intéressant de voir que, justement, comme tu dis, les personnes reviennent pour faire la différence dans leur région. On a quand même déjà parlé un peu tantôt de conseils, mais plus par rapport à l'admission. Si tu avais des conseils à donner à quelqu'un qui aimerait ça faire un peu un parcours similaire au tien, qu'est-ce que tu lui dirais? Bien, comme j'ai parlé un petit peu tantôt, là, c'est vraiment de prendre le temps de s'informer sur la carrière, parler à des gens dans le programme. Moi, j'ai fait un stage d'observation, puis les orthophonistes, souvent, sont tellement contentes qu'il y ait de la relève. Fait que n'hésitez pas à leur écrire « Hey, c'est possible d'aller passer une journée? Ils vont vous faire signer une entente de confidentialité. » Puis souvent, ça va être
possible. Moi, j'ai fait ça, j'ai adoré. J'ai fait ça en scolaire, justement. J'ai vraiment aimé ça. Mais ouais, prendre le temps de s'informer, poser des questions. Comme j'ai dit tantôt, il y a plein de ressources, là, plein de sites pour aller voir un petit peu. Le podcast en est un super bon aussi. Fait que j'espère que vous allez avoir plein de futurs orthophonistes qui vont l'écouter. Ensuite, un conseil que ça peut être plate à donner, mais ça serait vraiment de donner son maximum dès le début. Moi, j'avais vraiment commencé en disant « Ah, je vais aller au doctorat ». Fait que j'avais vraiment commencé mon bac en fusée. Puis c'est le fun de ne pas avoir à donner les bouchées doubles à la fin de ces dernières sessions pour avoir les notes, puis avoir une note qui va nous satisfaire pour faire notre demande d'admission. Fait que, tu sais, je dirais, si quelqu'un le sait, qui veut faire ça dès le début, donner son maximum dès les premières sessions. Comme ça, si jamais, on sait jamais c'est quoi qui peut arriver dans la vie. Si une session, ça va moins bien, bien, si au moins, on a donné notre 110% au début, ben on se ramasse un petit peu moins mal pris. Ensuite, quelque chose que moi, j'aurais vraiment aimé qu'on me dise, c'est d'essayer de rencontrer des gens qui font le processus d'admission en même temps que nous. Des fois, c'est rassurant. Ça peut avoir l'air un peu malsain avec le côté compétition, mais je pense que tout le monde a sa chance, tout le monde a sa place, puis si ça ne fonctionne pas dans l'année, on peut se réessayer dans l'autre. Mais vraiment, essayer d'avoir des amis, rencontrer des gens qui font le processus en même temps, tu sais, juste pour savoir, hey, toi, comment ça avance, où t'es rendu, pas pour se comparer, mais juste pour se rassurer des fois. Moi, j'étais comme vraiment toute seule, là, vu que j'ai fait un bac en psycho, ben, c'était plus ou moins commun, on n'était pas beaucoup là, dans ma cohorte à faire les demandes d'admission. Fait que des fois, je me sentais un petit peu seule. Je me fiais beaucoup justement sur ma marraine là, qui a fait les demandes l'année passée. Mais ça, je pense que ça peut être rassurant là, d'avoir quelqu'un qui l'a fait en même temps que toi. Un autre conseil que je pourrais donner, le bac en psycho, est vraiment pas tant orienté en langage, ce qui est bien normal. Je veux dire, c'est pas ça le focus. Mais ça serait de faire des cours en lien avec l'orthophonie. Okay. Oui, évidemment, les 2 cours préalables, ça, on n'a pas vraiment le choix. Mais moi, personnellement, j'avais fait 2 cours de plus. J'avais fait un cours avec Laval, puis un cours dans le bac en sciences du langage de l'UQAC. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis je veux dire, ça m'intéressait, c'était mon domaine. J'en mangeais quasiment, là. Fait que, si ça vous intéresse, puis vous savez que c'est ça que vous voulez faire, n'hésitez pas à regarder c'est quoi qui est possible dans les cours interétablissements, c'est quoi qui pourrait être en lien avec l'orthophonie pour avoir un petit bagage supplémentaire, surtout quand on n'a pas fait de sciences du langage, qui est souvent ce à quoi les gens pensent en premier comme bac avant la maîtrise, là. Mais c'est ça. Puis, je veux dire, il y a possibilité aussi de faire le certificat en sciences du langage. Langage et santé qui s'appelle, je pense. Parce que, tu sais, à l'UQAC, on a, c'est quoi, 30 crédits de cours complémentaires à faire. Je veux dire, ça, c'est un certificat, là. Fait que si quelqu'un veut le faire, il y a moyen de faire ça. Il y a aussi le micro-programme en sciences du langage qui, lui, est moins long. Sûrement super intéressant. Puis qui comporte aussi tous les cours, je pense, préalables. Fait que c'est ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire des cours. Je sais que des fois, ça peut être plate parce que souvent, c'est des cours en ligne, puis on peut être seul. Mais moi, je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose d'intéressant à notre bagage. Puis j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais pour vrai, si ça ne fonctionne pas du premier coup, c'est tellement pas grave. Les listes d'attente bougent. Puis moi, honnêtement, des personnes dans ma cohorte qui ne sont pas rentrées directement après le bac, il y en a vraiment beaucoup. Okay. Je veux dire, un refus ou une mise en liste d'attente, c'est tellement pas la fin du monde. Je sais que c'est facile à dire, mais je veux dire, ça va juste vous donner l'opportunité d'enrichir votre bagage, refaire un certificat, travailler dans le domaine un petit peu connexe. Fait que c'est vraiment de ne pas se décourager. Puis si c'est vraiment ça que vous voulez faire, ben ça vaut la peine de se réessayer. Parfait. Si tu pouvais parler à toi pendant que tu étais encore au bac, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais pas petite. Je dirais pas petite. Relax, ça va bien aller. T'es à ta place. Tout va bien se passer. Vas-y un jour à la fois. Tu sais, le bac en psycho, ça a tellement un bac qui est intimidant. En tout cas, personnellement, moi, c'était vraiment ce que j'avais. Puis je pense que c'est quelque chose qui revient vraiment souvent. Mais c'est tellement un beau domaine. Il faut tellement en profiter. Moi, j'ai adoré mes 3 années à l'UQAC. Je les recommencerai demain matin. Mais c'est sûr que, surtout quand on veut pas faire le doctorat, des fois, c'est difficile de ne pas tomber dans la comparaison, puis de comparer nos expériences, comparer nos notes. Puis on est comme, oh my God, tout le monde en fait plus que moi. Mais je veux dire, si vous n'avez pas les mêmes objectifs, vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes choses. Ouais. Je veux dire, moi, je me comparais beaucoup à mes amis qui voulaient aller au doc, mais je disais, voyons, Flo, t'as pas besoin de faire tout ça. Je veux dire, c'est un beau bagage, c'est des belles expériences, mais mets-toi pas de la pression inutile par rapport à ça. Fait que je dirais juste, enjoy ton bac, apprends, aime ce que tu fais, puis, tu sais, étudie pour avoir des connaissances, puis pas pour avoir des bonnes notes. C'est vraiment ça que je dirais. Je trouve que c'est vraiment une belle philosophie à avoir, surtout quand tu peux te permettre de quand même moins te mettre de la pression contrairement aux gens qui veulent s'en aller au doc. C'est ça, c'est sûr qu'au doc, c'est
c'est plus un mythe, là. Je veux dire, on le sait que ça prend des excellents résultats, ça prend des belles expériences, ça prend plein de choses. À la maîtrise, je dirais que c'est différent. Je dirais pas que c'est moins demandant, je dirais pas que c'est moins... que c'est plus facile ou peu importe. Je pense surtout que c'est différent, mais c'est sûr qu'en termes de résultats, si on parle juste de notes, les attentes sont peut-être moins hautes à la maîtrise. Mais comme je dis, ça demande quand même... je veux dire, c'est pas pour rien qu'ils demandent des bons résultats. C'est difficile comme maîtrise. Je veux dire, c'est prenant. Puis si on n'est pas habitué de travailler puis de juste faire le strict minimum, ben c'est sûr que ça fonctionnera peut-être pas. Puis justement, pour être prêt à peut-être faire face à ces défis-là, est-ce que tu aurais des ressources, par exemple des livres, des associations, des stages ou du bénévolat que tu recommanderais à ceux qui voudraient se lancer en orthophonie? Ben, comme j'ai dit, faire un stage, ça peut vraiment être le fun parce que juste, des fois, quand on fait juste les cours, on voit pas vraiment la pratique. Fait que juste, moi, j'avais fait un stage d'une journée, là. C'était vraiment rien d'extravagant. Mais juste, ça m'a permis de voir un peu c'est quoi les tests qui sont utilisés, c'est quoi les techniques, c'est quoi le langage qu'on utilise. Fait que, comme je dis, demandez à vos cliniques autour, là, des fois, des contacts, des fois, l'ami de la mère de l'autre qui connaît un orthophoniste. Je veux dire, ça vaut la peine de demander, puis c'est quoi le pire qui va arriver? Elle va vous dire que c'est pas possible, puis ce sera pas la fin du monde. Je sais pas si c'est encore possible à l'UQAC, mais je pense qu'il y a des stages aussi qu'on pouvait faire dans le cadre d'un cours, là. Fait que ça, c'est sûr que si c'est encore possible, je pense que ça donne juste la session d'automne maintenant. Ça peut être quelque chose de vraiment le fun. C'est 100 heures, si je me trompe pas. Fait que ça, c'est comme une journée par semaine pour toute la session, là. Fait que ça, si c'est possible de le faire, moi, j'aurais adoré le faire. Ça aurait été vraiment, vraiment le fun. J'ai pas eu l'occasion, mais ça, je peux le conseiller. Parce que autant ça te donne une idée de est-ce que tu aimes vraiment ça, puis en même temps, ben, ça te donne des connaissances que tu n'aurais peut-être pas eues si tu avais juste fait des cours théoriques. Sinon, en lien avec le travail puis le bénévolat, moi, j'en ai pas fait beaucoup là, concernant l'orthophonie. J'en ai eu en relation d'aide, mais j'ai envie de dire que tout ce qui est en lien avec les jeunes, c'est vraiment pertinent. Je veux dire, on voit beaucoup, il y a la clientèle adulte aussi, mais on va pas se le cacher, souvent, ça va être avec les enfants. Fait que je pense notamment aux personnes qui travaillent dans les camps de jour, qui travaillent dans les garderies, dans les services de garde. S'il y en a qui ont fait des bacs en enseignement ou en adaptation scolaire, ben, juste l'expérience que vous avez dans les écoles, c'est tellement riche, c'est tellement des belles connaissances, des belles expériences. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Sinon, il y a le centre de réadaptation, je pense aussi, des fois, qui engage des étudiantes, des futurs orthophonistes. Là, ça peut être vraiment pertinent. Moi, j'ai pas eu cette chance-là, là, mais ça vaut la peine de s'informer. Puis sinon aussi, il y a certains organismes, pas organismes, mais institutions. Je pense notamment à Tutorax, que moi, j'avais fait du tutorat, qui offre aussi un volet stimulation de langage. J'en ai jamais fait non plus, parce qu'en région, des fois, il y a un petit peu moins de contrats, là. Mais c'est ça. Fait qu'un coup qu'on a fait les cours préalables, parce qu'il faut faire quelques cours en orthophonie, là, ben, en sciences du langage, pas nécessairement en orthophonie. Mais un coup que les cours préalables sont faits, on peut faire de la stimulation de langage. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment une belle expérience. J'aurais aimé pouvoir en faire, peut-être plus tard pendant ma maîtrise, mais ouais, c'est ça. Sinon, je l'ai mentionné tantôt, le site de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, Orthophonie, Audiologie Canada. Puis honnêtement, de feuilleter les pages d'admission des différentes universités, ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Je veux dire, j'ai essayé de la résumer un petit peu, mais je veux dire, il y a peut-être des petits coquilles. Des fois, mon processus d'admission, je veux pas, ça fait quand même déjà presque 1 an. Donc, c'est ça, de prendre le temps de bien regarder, de bien lire, poser des questions. Moi, ça me fait plaisir s'il y en a qui veulent m'écrire. Puis, c'est pas mal ça. Parfait. Ben, merci d'avoir, pour vrai, partagé toutes ces belles ressources-là. Je pense que pour quelqu'un qui se connaît pas beaucoup, ben, qui veut voir le domaine pour comme se rassurer de s'il aime ça, ben, je pense que c'est vraiment une belle méthode d'y procéder. Mhm. Puis surtout que, tu sais, toi, ben, t'as pas eu la chance de faire les stages. Puis... Non, c'est ça. Moi, j'ai fait un stage. Je l'ai fait en neuropsychologie. Parce que je OK. voulais comme confirmer que c'était pas vraiment ça que je veux faire. Puis effectivement, je veux dire, dans mon stage en neuropsy, là, il y a genre une après-midi que ma superviseure était pas là, puis je l'ai fait avec sa collègue orthophoniste, puis j'étais là, OK. OK, c'est pas la même game, là. J'aime vraiment mieux ça, puis par après, je l'ai refait en orthophonie une journée juste pour confirmer, puis ça a fait, OK. OK, c'est vraiment ça que je veux faire. Puis au final, j'ai même pas fait mes demandes en neuro, là. Tu sais, moi, c'était orthophonie ou rien, là. C'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, merci de nous avoir partagé toutes ces informations-là. Ben, merci à vous de m'avoir reçu. Je suis vraiment contente d'avoir pu parler de mon beau programme. Ben, merci d'avoir accepté notre offre. Puis, j'espère là, que ça va aider les étudiants qui veulent se lancer en orthophonie puis les rassurer là, dans leur cheminement. Ben, merci beaucoup à vous.